Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Sanctuary The Keeper Era, à savoir son matériel extraordinaire, ses règles de base et apporter des petites précisions sur son mode solo. Mais avant d'aller plus loin, comme tout petit créateur de contenu sur YouTube, sachez que chaque abonné est très important et reste la meilleure source de motivation possible. Alors, je compte sur vous. Allez, du coup, on commence la présentation donc du matériel. Il faut savoir que le Kickstarter, lorsqu'on faisait le all-in, était livré avec donc le artbook. Donc un artbook qui est toujours, comme chez Tabula Game, extrêmement bien illustré, comme vous pouvez le constater, avec une direction artistique toujours du feu de Dieu. C'est ce que j'adore chez cet éditeur. C'est vraiment le chara-design de tout ce qu'ils font. Alors, qu'est-ce que c'est Sanctuary The Keeper Era ? C'est un jeu de cartes d'affrontement en 1 contre 1 ou 2 contre 2. Donc je vous propose d'ouvrir la boîte et elle s'ouvre comme ça. Voilà. Je vous l'avais dit, ça en jette. Déjà une décoration toujours dans le détail, c'est poussé, c'est vraiment, ça fait épique. Ça donne vraiment envie d'y aller. Ce que vous retrouvez ici, vous retrouvez à chaque fois des paquets de cartes dans leur boîte individuelle et personnalisée. Là, on ne peut pas se tromper, vraiment une illustration et un univers propre à chaque faction. Vous avez ici un livret de règles. Donc le livret de règles, il est petit certes, mais bien conçu, un peu fragile comme vous pouvez le voir. Mais on comprend tout à fait cette notion de faire des choses petites, puisqu'on peut ranger le livret de règles dans une boîte, dans un deck. Et je pense que ceux qui n'ont pas le Kickstarter, qui ont que des decks volants, bah, ça leur est quand même pratique de retrouver une règle de jeu qui puisse être rangée facilement au lieu de l'avoir volante. On retrouve du matériel qui lui aussi est très bien abouti. Donc ce que l'on retrouve ici, ce sont des petites gemmes, des cristaux. Voilà, un petit peu à la Cerebria, mais version transparent là pour le coup. Donc ça va représenter la monnaie du jeu. Ici, vous avez plein de petits tokens qui vont être très importants pour la suite, surtout le mode solo. Donc certes, ils sont petits, mais c'est tout à fait légitime quand on a un jeu de cartes avec une signalétique et une symbolique petite. Ça ne puisse pas manger toutes les cartes, sachant que, on va dire, un point fort du jeu, c'est clairement les illustrations et son gameplay. Ici, vous retrouvez donc des jetons un peu plus gros, en bois, qui sont très jolis et suffisants pour ce qu'ils vont nous apporter. Et enfin ici, les aides de jeu, il y en a 4 puisqu'on peut jouer jusqu'à 2 contre 2. Vous allez retrouver une grosse partie qui va être pour un mode de jeu solo qui est très très bien fait. Un mode de jeu où vous allez pouvoir incarner un avatar, enfin ajouter un avatar avec une source d'aura à votre mode de jeu. Donc voilà, les aides de jeu sont là, voilà. Dans les avatars, vous allez retrouver évidemment plusieurs avatars. C'est une illustration différente à chaque fois, hein, d'accord? Ça ne change pas leurs statistiques ni le coût d'évolution de leur capacité. Pour l'adversaire, vous allez retrouver donc le corrupteur. Donc il y a le premier corrupteur qui représente l'illustration qui est ici, et le deuxième corrupteur qui est là. Donc Veldris, le roi oublié, ou alors Mentora des profondeurs. Les autres cartes que l'on a ici, c'est des ajouts de mode. Donc là, c'est des artefacts, donc c'est du matériel qui va venir renforcer notre deck de jeu et apporter une dynamique totalement différente. Je ne l'ai pas encore essayé. Ça, c'est des cartes qui ont été créées par la communauté. À chaque fois, vous allez avoir un lot de cartes qui va vous être ajouté pour venir compléter un deck de faction, pour changer un tout petit peu la mécanique et le gameplay donc de la faction en question. Donc ça, c'est tout le matériel additionnel par rapport au Kickstarter qui vient d'être ajouté et je trouve que c'est vraiment très bien. Et on arrive maintenant au clou du spectacle. Donc ça va pouvoir en inspirer plus d'un. Un tiroir qui est caché dessous, dans lesquels sont rangés proprement et roulés les néoprènes.
les néoprènes, il y en a deux. En voilà un, avec des illustrations tout aussi fantastiques. Et voilà le deuxième. À quoi servent les néoprènes? On regarde ça tout de suite. Voilà, donc les néoprènes, une fois qu'ils sont mis en place, ça représente les deux factions qui s'affrontent. J'ai oublié de vous préciser, mais vous avez une feuille en plus qui est envoyée donc avec le jeu, qui va reprendre tous les modes de jeu possibles, et notamment la campagne solo qui est assez bien précisée, mais je vais y ajouter quelques points supplémentaires. Mais ça, j'y viens après. Donc déjà, commençons pour l'explication des règles par vous présenter la constitution d'un deck. Un deck est constitué de deux types de cartes que vous allez piocher. Les rituels et les acolytes. Les acolytes, c'est vos minions, vos sbires, si vous voulez. D'accord? Donc, un deck de cartes est composé de 28 cartes avec maximum 2 acolytes identiques et 2 rituels identiques. Une fois la constitution de votre deck faite, vous allez pouvoir la mettre de côté. Et c'est ici que vous viendrez piocher vos cartes. Chaque faction est composée d'un héros spécifique à la faction. Donc pour les Molran, il s'appellera Nomar, qui va venir se joindre ici. Il a un recto et un verso pour un mode de jeu additionnel. Lui aussi, c'est le mode écho. Mais j'y viendrai par la suite puisque nous allons jouer avec. Quel est le but du jeu dans Sanctuary? Puisque c'est un jeu d'affrontement de cartes comme je vous ai dit, il va falloir aller détruire les sanctuaires adverses. Les sanctuaires, ce sont des bases, si vous voulez, qui sont dans les retranchements de votre clan. Ils ont deux types de ressources. Vous allez avoir donc leur aegis, donc leur shield, qu'on va représenter par un bouclier bleu. Ici, sur la partie haute. Et nous allons avoir ensuite ce petit symbole là qui est une sorte de mana avant de pouvoir, de déclin, ça s'appelle comme ça dans le jeu, où on va pouvoir à un certain moment de la partie déclencher une capacité bonus du sanctuaire, une capacité bonus qui va être disponible à tous les tours tant que notre sanctuaire reste en vie. Comment ça fonctionne? Vous allez faire votre premier tour de jeu, vous allez descendre de 1 le déclin du sanctuaire. Une fois arrivé à 0, donc où le déclin est nul, la capacité spéciale du sanctuaire, ici branche déclin, sera toujours disponible durant la partie. Voilà, donc on a mis en place nos sanctuaires avec leur niveau de déclin. On va pouvoir passer à l'étape au-dessus. Vous avez une première ligne horizontale et une seconde derrière. Ça va représenter le champ de bataille. Les unités que vous allez poser devant vont être les unités qui vont attaquer et elles vont servir uniquement à attaquer, elles ne pourront pas défendre puisque la ligne inférieure seront vos défenseurs, c'est la ligne défensive. C'est elle qui va venir donc encaisser les attaquants de votre adversaire. Maintenant, je vais vous présenter comment on invoque les cartes sur le jeu puisqu'il va falloir les placer soit en défense, soit en attaque. Comment on fait ça? Ben, écoutez, c'est très simple. Vous allez avoir donc votre carte qui est composée avec en haut son type de faction, sa valeur d'attaque, sa valeur de santé et non de points de vie, ce qui est très important. Donc là, il a une résistance, si vous voulez, de 2. Ses capacités spéciales liées à des attributs. En haut ici, c'est son coût. Il va falloir donc dépenser 3 essences pour pouvoir invoquer le trésorier du terrier, soit en attaque, soit en défense. Quand vous invoquez une carte, vous dépensez donc les essences en question. Et vous venez la poser donc face ouverte, horizontale. Toutes les cartes que vous allez invoquer sur le plateau, via vos essences ou autres d'ailleurs, sera invoquée épuisée, sauf s'il dispose de la capacité avec l'attribut Zèle. Là, il passera actif. Il en va de même pour le champion. Il est toujours disponible et vous pouvez l'invoquer quand vous voulez, dès le moment où vous dépensez le nombre d'essences en question. Si votre champion vient à mourir, il est démis de côté, retiré de la partie. Si vous jouez avec le mode écho, il suffira de le retourner et vous allez bénéficier d'un passif ou d'une capacité spéciale, si vous préférez, pour le reste de la partie, pour toutes vos unités. Une fois qu'un sanctuaire est détruit, vous le retirez du jeu. Le mode solo de Sanctuary fonctionne de manière un tout petit peu différente par rapport au jeu de base. Déjà, il n'y a que 3 sanctuaires appelés nodes dans le mode solo. Du coup, il va y avoir de disponible uniquement 3 voies.
ça veut dire que vous allez devoir retirer un de vos sanctuaires pour rendre le jeu équilibré par rapport au mode solo. Ça déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, le deck du mode du joueur solo est composé d'unités spécifiques expliquées et présentées dans le livret de règles. Donc vous suivez les instructions et vous construisez le deck en fonction. Vous allez avoir un adversaire principal qui est le corrupteur. Il faut savoir que toutes les cartes du jeu Sanctuary n'ont aucune erreur et sont toutes bien imprimées. L'ordre des jetons indiqués dessus est donc celui qui est présenté dessous la carte. Et vous allez avoir ensuite ici des unités spéciales qui vont s'appeler les constructs. Enfin, dernier point et pas des moindres du robot de Sanctuary, il va falloir comprendre qu'il n'y a qu'une seule ligne pour ce joueur. Il n'y a pas de défenseur et d'attaquant. Il n'y a qu'une seule ligne sur laquelle les défenseurs seront les attaquants et vice versa. Du coup, la mise en place nous indique de prendre les constructeurs, les constructs, de les mélanger et d'en retourner un et de le mettre au centre. D'accord? Donc là ou là, qu'importe, on sait qu'on en a, il n'y a qu'une seule ligne. Ce construct a une particularité, il a 3 points de vie. Ça veut dire que pour pouvoir s'en débarrasser, il va falloir le tuer 4 fois. Maintenant, comment marche le tour de jeu? Le tour de jeu du robot est le suivant. Invocation de 2 acolytes pour remplir tous les trous. S'il n'y a qu'un trou, enfin qu'un acolyte à invoquer, on invoque qu'un acolyte. Si toutes les places sont prises, à ce moment-là, c'est une carte de notre deck qui est retirée du jeu. Il n'est pas défaussé. Grosse nuance. Retiré du jeu. Sa phase d'attaque va les faire s'activer. Et ensuite, les échanges durant la partie, les affrontements seront exactement les mêmes que les règles de base. Je reviens juste sur un point, c'est pour les affrontements. Imaginons que j'ai donc mon trésorier terrier que j'avais invoqué tout à l'heure. Hein. Il est en mode attaque et je dis voilà, je vais attaquer le souffleur de dune qui est ici. Il a 4 d'attaque contre 1 point de santé. Si mon trésorier venait à l'attaquer, il va le tuer. D'accord? 4 supérieur à 1. Par contre, les unités défensives répliquent elles aussi simultanément. Il a 3 d'attaque contre 2 points de vie. Mon trésorier va effectivement tuer celui-ci. Par contre, sa contre-attaque tuera mon trésorier aussi. Alors, imaginons que j'en sois arrivé à ce stade-là. Mon trésorier vient à tuer le souffleur de dune. C'est là où le corrupteur entre en scène. Le corrupteur est l'adversaire principal du jeu et de votre manche. Vous allez devoir tuer le corrupteur et les 3 nodes en face pour remporter la partie face à votre robot. Chaque fois que vous allez le tuer, vous allez retirer un jeton, vous allez venir attribuer à la node. Maintenant, toutes les unités que votre adversaire enverra disposera de cet attribut-là. Pour se débarrasser de l'attribut, il n'y a aucun autre moyen que de détruire la node. Si vous détruisez la node, l'attribut saute. Il est impératif de comprendre que ce n'est pas parce que la node est détruite que vous n'allez plus avoir de place pour invoquer vos unités. Ça ne vous soustrait pas de la place. D'accord? Il y a toujours 3 voies. Quand on détruit le corrupteur, on vient ajouter en plus des jetons plus 1 d'attaque, plus 1 point de vie sur chaque corrupteur, construct, ces unités-là spécifiques. Donc faites bien attention dans l'ordre de vos actions. Parce que tuer le corrupteur reste assez aisé. Par contre, les constructs sont beaucoup plus durs à détruire. Et plus vous allez détruire de corrupteurs avec des constructs sur le terrain, plus les constructs vont se renforcer eux aussi. Mais imaginons que j'en sois arrivé à ce stade-là. Donc là, voilà. À ma phase d'attaque, donc une fois que la node est détruite, on enlève le jeton. Je vais pouvoir attaquer quand même la node d'en face, même s'il n'y a rien. Et quand il y a une voie qui est complètement libre défensivement, on va retirer une carte
du deck de notre adversaire. C'est très important aussi puisqu'il peut être source de victoire. Si vous arrivez à descendre le deck à 0 et que vous avez tué le corrupteur, vous avez gagné. Ensuite, sachez un autre point que vos unités qui vont avoir voile, qui est cet attribut-là, servira à rien dans le mode solo. Puisque nous allons utiliser uniquement les capacités brutes offensives et défensives, donc des acolytes de l'adversaire, et 3 attributs particuliers qui seront voile. Par contre, pour eux, ça sera très important. On ne pourra pas utiliser nos capacités à nous pour venir détruire via des passifs les adversaires acolytes, constructs ou corrupteurs. Nous allons utiliser dans le deck de l'adversaire l'attribut zèle uniquement et l'attribut fatalité qui est ici. D'accord? Enfin, que ces attributs-là. Sur chaque carte, évidemment, vous allez avoir des attributs. D'accord? Donc, tous les attributs genèse qui donnent une capacité spéciale en dessous, on n'en tient pas compte. Ici, zèle, on en tient compte. Férocité, ici, on s'en cague aussi puisqu'il n'y a qu'une seule et unique ligne offensive et défensive. Donc, c'est pour ça qu'on utilise uniquement ces 3 attributs-là. Je vous dis ça, c'est par rapport à un mode de jeu que l'on peut venir ajouter lorsque l'on joue avec l'avatar. Donc, là, moi, je choisirai la lance aveuglante contre Veldris, le roi oublié, et Laura. Qu'est-ce que c'est? Dans le mode solo, vous avez une campagne qui est constituée de la manière suivante. 3 manches. Première manche, on affronte un deck. Deuxième manche, on affronte un deuxième deck. Entre la première et la deuxième manche, on reçoit une quantité de points à hauteur de 25 qui vont venir créer et ajouter des capacités supplémentaires à notre lance aveuglante, ici notre avatar. Si notre avatar vient à mourir, la campagne est perdue. Pas la partie, la campagne est perdue. Il ne faut pas que notre lance aveuglante meure. L'aura fonctionne de la même manière que l'avatar, à une chose près, on ne l'invoque pas sur le terrain, d'accord? Elle, on peut. L'aura, on va juste venir y stocker, donc déjà, y acheter en dépensant nos points entre la première et la seconde manche pour venir la renforcer. Et on va pouvoir utiliser l'aura en venant y poser des essences dessus, voilà, que l'on va pouvoir venir utiliser pour bénéficier d'une seule et unique attribut supplémentaire durant notre tour. Et c'est un seul attribut par tour. Et vous avez la possibilité du coup, avec l'avatar, de débloquer le voile. Le voile ici, je vous l'ai dit, ne nous servira à rien. C'est pour ça que de mon côté, je ne le débloquerai pas dans la campagne solo. Ensuite, je vous ai parlé d'une dernière manche. Donc c'est la bataille finale, c'est la 3e manche. On prend les 2 decks, on les superpose l'un par-dessus l'autre. Et ça va représenter la quantité de points de vie de notre adversaire, donc du corrupteur exactement. Comprenez juste qu'il va y avoir 2 lignes, donc composées de constructs, qui vont être à la fois une ligne offensive et défensive, et à l'arrière, le corrupteur. Avant de pouvoir attaquer le corrupteur et diminuer sa quantité de points de vie, il faudra passer à travers le construct qui est en face de sa voie. 4 constructs, ça veut dire qu'on viendra y ajouter notre sanctuaire manquant. Il n'est plus question de node, pour le coup, il faut épuiser le deck adverse qui représente sa quantité de points de vie. À chaque tour, vous allez avoir le construct qui va attaquer, et ensuite, il va y avoir Veldris, le corrupteur, qui viendra attaquer une nouvelle fois, mais sur toutes les voies. Maintenant, voilà où je veux en venir. Quand vous allez commencer votre 3e manche, ça va ressembler grosso modo à ça. Eh bien, vous allez avoir donc, avec fatalité, le corrupteur qui va commencer la partie, en plus, et il va attaquer directement vos sanctuaires. Vous allez donc toujours perdre 2 points de vie au début. Imaginons qu'on soit dans ce cas de figure-là et que c'est au corrupteur de jouer. Le construct va venir donc attaquer à chaque fois les lignes d'en face. Donc du coup, on va perdre cette unité. Il va y avoir ça, ça grâce à fatalité. Donc c'est pour préciser que c'est pas parce qu'il a voile que l'attribut fatalité est dégagé. Ça, c'est une première précision que je souhaitais apporter. Vous allez avoir le construct ici qui va attaquer mon défenseur, 2-2, donc du coup, lui, il va mourir puisqu'il a 2 de santé contre 3 d'attaque et il n'a plus de santé, il n'a plus de points de vie. Ok, il reste en jeu, donc là, il a encaissé 2 dégâts. Et enfin, ici, 2 d'attaque contre 1 point de vie, il s'en va. Par contre, il avait 2 d'attaque contre 1 point de vie, il perd 1 point de santé.
Là, ce tour, ça se termine. Vous n'avez pas directement le corrupteur qui va venir attaquer les lignes défensives. Sinon, c'est impossible. Vous devez avoir des unités qui doivent avoir 6 points de vie pour résister à chaque tour au corrupteur. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc, il faut bien diviser en 2 phases la phase du joueur robot, du corrupteur. Première phase, c'est ce que je viens de vous dire. On remet les compteurs de points de vie à 0. Et à ce moment-là, c'est au corrupteur de jouer. Il va faire donc 2 dégâts, 2 dégâts, 2 dégâts, enfin pas 2 dégâts, 2 dégâts sur mon défenseur primordial. Il a 3 points de vie, il ne meurt pas. Même si juste avant, il avait encaissé déjà 2 dégâts, il reste en vie, il va tanker le corrupteur. Et enfin, 2 dégâts. Ce qui fait 2 dégâts sur toutes les colonnes. Ça, c'est très important de le comprendre et de l'assimiler. Sinon, vous ne pourrez jamais gagner. Ensuite, autre point qui est très important. Si vous jouez avec un avatar, à la 3e manche, ne le mettez jamais en position défensive. Même si vous avez un point de vie en plus, à tous les tours, le corrupteur attaque les lignes défensives. Et à un moment, il va avoir fatalité. Même si vous avez plus de points de vie que son attaque, vous allez avoir votre vie qui va sauter. Et on rappelle que lorsque l'avatar meurt, c'est perdu. La 3e manche se termine une fois que le deck qui représente la santé du corrupteur est arrivé à 0. Il viendra se renforcer à 10 cartes, où il va remporter, les corrupteurs vont regagner toute leur santé et être réinvoqués. À 20 cartes, la même chose, plus attribut fatalité d'ajouter au corrupteur. Et là, ça fait des dégâts monstrueux. Sachez que le corrupteur, comme je vous l'ai dit, sa quantité de points de vie à la 3e manche est représentée par l'association de 2 decks. Entre chaque manche, entre la première et la 2e manche et entre la 2e et la 3e manche, vous allez pouvoir aller chercher 2 cartes dans le deck adverse pour venir renforcer le vôtre. Donc vous allez devoir vous séparer, certes vous, de 2 cartes, mais vous allez théoriquement le remplacer par 2 cartes meilleures. Si vous le faites à chaque fois, vous gagnez déjà 4 points de vie sur la manche finale. Donc n'hésitez surtout pas à aller piquer des cartes dans le deck de l'adversaire à chaque fin de manche. C'est très important. Ça peut changer un tour de jeu complet et c'est pas rien. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour sur les généralités et apporté quelques précisions sur le mode solo du jeu Sanctuary The Keeper Era. Pour ma part, je vous reviens rapidement avec une campagne solo de ce jeu qui nous verra affronter donc le deck des Wools, le deck des Crass et pour ma part, je jouerai les Molran. Voilà, sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!